La nouvelle infirmière est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans le bureau du directeur de l'hôpital. Le 4 mars au matin, Lyon se réveillait sous un ciel gris perle, typique de ces journées où l'hiver hésite à céder sa place au printemps. Valérie Moreau descendit du tramway à l'arrêt hôpital Saint-Raphaël, son cœur battant un peu plus vite qu'à l'ordinaire. À 28 ans, elle commençait enfin le poste qu'elle avait tant désiré. Infirmière diplômée depuis 3 ans, elle avait multiplié les petits contrats dans des cliniques privées à Dijon, mais ce poste à Lyon représentait bien plus qu'une simple opportunité professionnelle. C'était un nouveau départ, une chance de construire quelque chose de solide, de stable, quelque chose qui ressemblerait enfin à un chez-soi. Elle ajusta son sac sur son épaule et observa l'imposant bâtiment de 7 étages qui se dressait devant elle. Le hôpital Saint-Raphaël était une institution réputée dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses murs de pierre claire, ses grandes fenêtres alignées avec une précision presque militaire, tout respirait le sérieux et l'excellence médicale. Valérie inspira profondément, savourant l'odeur de la ville qui se mêlait au parfum des platanes bordant l'avenue. « Allez, ma fille, c'est ton jour. » Elle franchit les portes automatiques et fut immédiatement enveloppée par l'atmosphère si particulière des hôpitaux. Ce mélange d'antiseptiques, de café refroidi et d'espoir mêlé d'anxiété. Les couloirs étaient déjà animés malgré l'heure matinale. Des blouses blanches se croisaient, des chariots métalliques cliquetaient sur le linoléum impeccable, et quelque part dans les étages, une sonnette insistante appelait du personnel. Valérie se présenta à l'accueil où une femme d'une 50aine d'années au regard fatigué mais bienveillant lui tendit un badge provisoire. 3e étage, bureau 304, le DR, le maître vous attend. Merci. Elle monta par les escaliers, préférant éviter l'ascenseur bondé. À chaque marche, elle sentait l'excitation monter. Sébastien le maître, elle avait entendu parler de lui lors de son entretien d'embauche. Directeur de l'hôpital, chirurgien cardiovasculaire de renom, 51 ans, réputé pour être juste mais distant. Un homme dont le professionnalisme était respecté de tous, mais dont la vie personnelle demeurait un mystère pour la plupart des employés. Le 3e étage était plus calme, presque feutré. Les bureaux administratifs s'alignaient de chaque côté d'un long couloir éclairé par des néons légèrement jaunis. Valérie trouva facilement le 304. La porte en chêne massif était entr'ouverte. Elle frappa doucement. « Entrez !» La voix était grave. Posée, teintée d'une autorité naturelle, Valérie poussa la porte et pénétra dans un bureau spacieux mais sobrement décoré. Des diplômes encadrés couvraient un pan de mur, une bibliothèque remplie d'ouvrages médicaux occupait l'autre. Le mobilier était fonctionnel, presque austère. Un grand bureau en bois sombre, 2 chaises pour les visiteurs, une lampe de bureau en laiton, et derrière ce bureau, un homme aux cheveux grisonnants coupés courts se tenait debout, consultant un dossier. Il leva les yeux vers elle. « Mademoiselle Moreau, je présume. »« Oui. Bonjour, docteur Lemaître. » Sébastien Lemaître avait le regard perçant de ceux qui ont l'habitude de prendre des décisions rapides et cruciales. Ses traits étaient marqués par le temps et peut-être aussi par une forme de lassitude que Valérie ne sut définir. Il lui fit signe de s'asseoir et contourna son bureau pour se rasseoir à son tour. « Bienvenue à Saint-Raphaël. Votre dossier est excellent. Nous avons besoin de personnel compétent au service de cardiologie. Vous commencez lundi prochain, mais je tenais à vous rencontrer personnellement pour... » Valérie n'écoutait plus. Son regard venait de se poser sur la photographie encadrée qui trônait sur le coin droit du bureau. Un cadre argenté, un peu vieilli, contenait le portrait d'une petite fille d'environ 5 ans. Elle portait une robe blanche en dentelle. Ses cheveux châtains ondulés tombèrent sur ses épaules, et elle tenait un tournesol entre ses petites mains. Mais ce qui figea Valérie, ce qui la paralysa complètement, ce fut le visage de cet enfant. C'était son visage, ou du moins, cela aurait pu l'être. Les mêmes yeux noisettes légèrement en amande, le même nez droit, la même fossette au menton. Cette petite fille lui ressemblait trait pour trait. Un vertige la saisit, des images fragmentées affluèrent dans son esprit, une voix douce murmurant « Ma petite étoile ». L'odeur entêtante de la lavande, des bras chaleureux la serrant contre une poitrine, des sensations sans visage, des souvenirs sans contexte, des fantômes qui la hantaient depuis toujours, ces bribes d'un passé qu'elle ne parvenait jamais à saisir complètement. « Vous vous sentez bien, infirmière Moreau ?» La voix du dehors, le maître la ramena brutalement à la réalité. Elle cligna des yeux, consciente qu'elle fixait la photographie depuis plusieurs secondes sans dire un mot. Elle déglutit péniblement. Cette photographie.
Je ressemble à cette petite fille. Les mots étaient sortis d'eux-mêmes, sans réflexion, portés par une urgence qu'elle ne comprenait pas elle-même. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sébastien Lemaître devint livide. Ses mains posées sur le bureau se crispèrent légèrement. Une émotion brute traversa son regard. Surprise, douleur, colère peut-être. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol dans un bruit désagréable. « Sortez d'ici !» Valérie sursauta, décontenancée par la violence soudaine du ton. Pardon, je ne voulais pas. J'ai dit, sortez maintenant. Sa voix tremblait imperceptiblement. Ce n'était pas de la colère, réalisa Valérie. C'était quelque chose de bien plus profond, de la terreur peut-être, ou du chagrin. Elle se leva maladroitement, bafouilla des excuses et quitta le bureau. Les joues brûlantes, la porte se referma derrière elle avec un claquement sec, dans le couloir désert. Elle s'appuya contre le mur, le souffle court, les larmes lui montant aux yeux sans qu'elle puisse les retenir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais au fond d'elle-même, sous le choc et la confusion, une certitude prenait racine. Cette petite fille sur la photographie, c'était elle. Elle le savait avec une conviction viscérale qui défiait toute logique. Elle essuya ses larmes d'un geste rageur et se dirigea vers les escaliers. Ses jambes tremblaient légèrement. Quelque chose hurlait en elle. Une voix qu'elle avait toujours ignorée, toujours enfouie sous des années de rationalisation et de résignation. Cet enfant, c'était moi, j'en suis sûre, en redescendant vers le hall d'accueil. Valérie sentit une détermination nouvelle l'envahir. Elle ne savait pas encore comment, mais elle allait découvrir la vérité. Elle allait comprendre pourquoi cette photographie existait, pourquoi elle ressemblait tant à cette petite fille. Et surtout, pourquoi le 2 heures, Lemaître avait réagi avec une telle violence à sa simple observation, orpheline depuis l'âge de 6 ans, élevée dans l'institution froide et impersonnelle de Dijon. Valérie avait passé sa vie à chercher des réponses sur ses origines. On lui avait toujours dit qu'elle avait été abandonnée, que ses parents étaient inconnus, que son passé avant l'orphelinat était un trou noir. Mais si tout cela était faux, si quelque part, quelqu'un l'avait cherchée, si cette photographie était la preuve qu'elle n'avait jamais été une enfant sans histoire, sans famille, sans amour, elle franchit les portes automatiques de l'hôpital et se retrouva dehors. Le ciel gris de Lyon pesait sur la ville, mais Valérie respirait plus librement. Elle sortit son téléphone et regarda l'heure, 9h47. Sa vie venait peut-être de basculer en l'espace de 10 minutes. Lundi, je reviens, et je trouverai des réponses. Le lundi suivant arriva plus vite que Valérie ne l'aurait cru. Elle avait passé le week-end dans un état second, oscillant entre l'excitation et l'anxiété. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette photographie. Cette petite fille qui lui ressemblait tant, ce cadre argenté posé sur le bureau comme un autel dédié à un souvenir douloureux, elle se présenta au service de cardiologie à 7 heures précises. L'infirmière en chef, Madame Roussel, une femme ronde aux cheveux poivre et cils tirés en chignon strict, l'accueillit avec un sourire chaleureux qui contrastait avec son apparence sévère. « Ah, Valérie, nous vous attendions. Venez, je vais vous faire visiter le service et vous présenter l'équipe. » La matinée passa rapidement. Valérie découvrit les différentes salles, mémorisa les procédures, fit connaissance avec ses collègues. Il y avait Thomas, un infirmier d'une trentaine d'années au sens de l'humour décapant, Céline, une jeune diplômée timide mais appliquée, et le dealer, Arnaud Mercier, cardiologue attaché au service, un homme d'une quarantaine d'années dont le regard bienveillant inspirait immédiatement confiance. Pendant la pause déjeuner, Valérie se retrouva à la cafétéria avec Thomas et Céline. L'endroit bruissait de conversations, de rires, du cliquetis des couverts contre les plateaux. Thomas mordit dans son sandwich avec appétit. Alors, Valérie, première impression de Saint-Raphaël. Très positive. Tout le monde est accueillant. Attends de rencontrer Nathalie Caron, la directrice administrative, plaisanta-t-il. Celle-là, elle est aussi chaleureuse qu'un iceberg en plein hiver. Céline lui donna un coup de coude discret. Thomas, arrête, elle va nous entendre. Je rigole, mais sérieusement, c'est une boîte géniale. On a de la chance de travailler ici. Valérie saisit l'occasion. Et le dehors, le maître, j'ai cru comprendre qu'il est le directeur. Le visage de Thomas se fit plus sérieux. Ouais, Sébastien Lemaître, un type brillant, vraiment chirurgien hors pair, mais, comment dire, il est distant, compléta Céline doucement.
très professionnel, toujours juste avec le personnel, mais on dirait qu'il y a un mur invisible autour de lui. Personne ne le connaît vraiment. Thomas hocha la tête. Il a vécu un truc horrible il y a longtemps. Sa fille a disparu quand elle était toute petite, genre enlevée, et sa femme est morte quelques années après, le cœur brisé, paraît-il, depuis. Le maître s'est complètement refermé. Il vit pour l'hôpital, c'est tout. Le cœur de Valérie se serra, sa fille disparut. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image restait floue, insaisissable. « C'est affreux », murmura-t-elle. « Oui, on essaie tous de respecter sa vie privée. Il ne parle jamais de ça, alors personne n'aborde le sujet. » Valérie acquiesça, mais son esprit tournait à pleine vitesse. Il fallait qu'elle en sache plus, beaucoup plus. L'après-midi, elle fut affectée à l'organisation d'archives médicales dans une salle de stockage du 2e étage. Un travail ingrat, mais qui lui offrait l'opportunité parfaite. Madame Roussel lui avait confié la tâche de trier et numériser de vieux dossiers avant leur archivage définitif. Valérie se retrouva seule dans une pièce encombrée de cartons poussiéreux, d'étagères métalliques chargées de dossiers jaunis et d'une odeur de papier ancien. Elle enfila ses gants et commença méthodiquement à ouvrir les boîtes, triant les documents selon les instructions reçues, après 2 heures de travail monotone, alors que le soleil déclinait déjà derrière les fenêtres étroites. Sa main se posa sur un dossier différent, plus épais que les autres, maintenu fermé par un élastique craquelé par le temps, sur la couverture cartonnée, une inscription manuscrite à l'encre bleue délavée. Valérie Lemaître, 1997, dossier classé. Son cœur s'arrêta. Ses doigts tremblèrent légèrement en retirant l'élastique qui se brisa au premier contact. Elle ouvrit le dossier avec des gestes presque religieux. À l'intérieur, des coupures de presse jaunies étaient agrafées à des documents légaux. La première, datée du 15 août 1997, provenait du Dauphiné libéré. Disparition inquiétante à Annecy, une fillette de 6 ans portée disparue. L'article était court, factuel. Valérie Lemaître, 6 ans, a disparu dans des circonstances mystérieuses le 12 août lors d'une sortie familiale au bord du lac d'Annecy. Les parents, Sébastien et Marianne Lemaître, ont immédiatement alerté les autorités. Les recherches sont en cours. Une photo accompagnait l'article. Une petite fille souriante, en robe blanche, tenant un tournesol, la même que sur le bureau de Sébastien. Valérie dut s'asseoir tant ses jambes fléchissaient. Elle continua à lire fébrilement. D'autres articles suivaient, documentant l'enquête. Aucune piste sérieuse. Le mystère demeure entier. Les parents lancent un appel. Puis, daté de septembre 1999. Drame familial. Marianne Lemaître s'éteint à 38 ans. Marianne Lemaître, la mère de la petite Valérie disparue en 1997, est décédée suite à des complications cardiaques, selon son entourage. Elle n'a jamais surmonté la disparition de sa fille unique. Son mari, le DER, Sébastien Lemaître, chirurgien réputé, poursuit seul les recherches. Des larmes brûlantes coulèrent sur les joues de Valérie. Elle les essuya rageusement, refusant de céder à l'émotion avant d'avoir lu tous les documents. Il y avait aussi des rapports de police, des témoignages, des croquis du lieu de disparition. Tout indiquait un enlèvement probable. L'enquête était restée ouverte pendant des années, avant d'être finalement classée sans suite faute de nouveaux éléments. Le dernier document était une note manuscrite de Sébastien, datée de 2015. 18 ans. Ma petite étoile aurait 24 ans aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de te chercher. Jamais, papa. Valérie laissa tomber le dossier, incapable de retenir ses sanglots. Tout concordait. L'âge, la disparition à 6 ans. Elle était arrivée à l'orphelinat à 6 ans. L'absence totale de souvenirs clairs avant cet âge. Ces fragments qui la hantaient, la lavande, la voix douce, les bras protecteurs. Elle était Valérie Lemaître. Elle en était maintenant absolument certaine. Mais comment était-ce possible ? Comment une enfant enlevée pouvait-elle se retrouver dans un orphelinat à des centaines de kilomètres ? Sans que personne ne fasse le lien, sans que les autorités ne vérifient, il y a eu une erreur, ou pire, une dissimulation. Valérie essuya ses larmes et rangea soigneusement tous les documents dans le dossier. Elle ne pouvait pas le laisser ici. Quelqu'un pourrait le découvrir, le détruire. Elle glissa le dossier dans son sac, en jetant des regards nerveux autour d'elle. Le couloir était désert quand elle sortit de la salle d'archives. Il était 18 heures passées. La plupart du personnel était parti.
Valérie descendit rapidement au rez-de-chaussée, serrant son sac contre elle comme un trésor volé. Elle devait parler à Sébastien, lui montrer ce qu'elle avait trouvé, lui faire comprendre qu'elle n'était pas une étrangère venue bouleverser sa vie, mais peut-être, très probablement, la fille qu'il cherchait depuis 28 ans. Mais comment le convaincre? Comment lui prouver que je ne suis pas une imposteur de plus? Elle sortit de l'hôpital dans la nuit tombante de Lyon. Les lampadaires projetaient des halos orangés sur le trottoir humide. Des passants pressés la croisaient, sans la voir, chacun perdu dans son propre monde. Valérie s'arrêta sous un réverbère et sortit son téléphone. Elle avait le numéro du secrétariat du directeur. Elle pourrait demander un rendez-vous, officiel, formel, lui présenter les preuves calmement, mais une part d'elle savait que cela ne suffirait pas. Sébastien était blessé, méfiant, 28 ans de souffrance ne s'effaçaient pas avec un simple dossier retrouvé. Elle devait être patiente, méthodique, et surtout, elle devait comprendre comment elle était arrivée à cet orphelinat, pourquoi son identité avait été effacée, qui en était responsable, parce qu'une chose était désormais claire, il ne s'agissait pas d'un simple oubli administratif. Quelqu'un avait délibérément fait disparaître Valérie Lemaître pour en faire Valérie Moreau, l'orpheline sans passé, et ce quelqu'un avait peut-être encore quelque chose à cacher. Valérie passa les 3 jours suivants dans un état second, au travail. Elle accomplissait ses tâches mécaniquement, souriant aux patients, répondant aux collègues. Mais son esprit était ailleurs. Chaque nuit, elle relisait les documents du dossier, scrutant chaque détail, chaque photo, cherchant des indices supplémentaires. Elle avait essayé d'obtenir un rendez-vous avec le DR, le maître par les voies officielles, mais sa secrétaire, une femme sèche aux réponses évasives, lui avait répondu que son agenda était complet pour les 2 prochaines semaines. Valérie avait senti dans sa voix qu'on lui avait donné des consignes. Tenir cette nouvelle infirmière à distance, Sébastien l'évitait. Elle l'avait croisé 2 fois dans les couloirs. À chaque fois, il avait détourné le regard et accéléré le pas. Cette fuite délibérée était plus douloureuse qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle comprenait sa méfiance, sa peur, mais elle ne pouvait pas rester dans cette incertitude. Le jeudi soir, alors que la nuit tombait sur Lyon et que l'hôpital se vidait progressivement de son personnel diurne, Valérie prit sa décision. Elle monta au 3e étage avec le dossier dans son sac. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser à ses tempes. La porte du bureau 304 était fermée, mais de la lumière filtrait sous le battant. Elle frappa 3 coups nets, pas de réponse. Elle frappa à nouveau. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangée, lança la voix de Sébastien, teintée d'irritation. Valérie prit une grande inspiration et ouvrit la porte. Sébastien était assis derrière son bureau, des lunettes de lecture sur le nez, penché sur un dossier médical. Il leva les yeux, et son expression passa de la surprise à la colère en une fraction de seconde. « Mademoiselle Moreau, je crois avoir été claire. J'ai trouvé quelque chose, » coupa-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Quelque chose que vous devez voir. Je n'ai rien à voir. Sortez de mon bureau. » « Non. » Le mot résonna dans la pièce comme un défi. Sébastien retira ses lunettes lentement, son regard se durcissant. « Pardon. » Valérie s'avança et posa le dossier sur le bureau. Entre eux, elle l'ouvrit, révélant les coupures de presse, les photos, les rapports de police. Valérie Lemaître, 1997, dossier classé. Lut-elle à voix haute. Votre fille, disparue le 12 août 1997 à Annecy. 6 ans, cheveux châtains ondulés, yeux noisettes, une fossette au menton. Sébastien s'était figé, son visage était devenu livide. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Où avez-vous trouvé ça ?» articula-t-il avec difficulté. « Dans les archives du 2e étage, ce dossier était là, oublié. Vous n'aviez pas le droit. J'ai 6 ans de moins que votre fille aurait aujourd'hui. » L'interrompit Valérie d'une voix tremblante. « J'ai été placée dans un orphelinat à Dijon à l'âge de 6 ans. Sans explication, sans passé. On m'a dit que j'avais été abandonnée, que mes parents étaient inconnus. Mais je n'ai jamais cru à cette histoire, parce que j'avais des souvenirs, des fragments. Une voix qui m'appelait « ma petite étoile », une odeur de lavande, des bras qui me serraient fort. Sébastien se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. Il se détourna, face à la fenêtre, les épaules raides. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez ? » « Regardez-moi !» supplia Valérie. « Regardez-moi vraiment ! Vous l'avez vue dès le premier jour, cette ressemblance avec la petite fille de la photo.
Des dizaines de femmes se sont présentées à moi au fil des années, cracha-t-il sans se retourner. Des opportunistes, des mythomanes, des âmes perdues cherchant une famille, toutes me ressemblaient à quelque chose. Toutes avaient une histoire touchante, et toutes m'ont brisé un peu plus à chaque fois. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne suis pas comme elle, je ne veux rien de vous, je veux juste savoir qui je suis. Et vous croyez que je peux vous donner cette réponse ?» se retourna-t-il violemment. « Vous croyez que je peux regarder votre visage et savoir si ma fille est vivante ou morte? Si elle a grandi quelque part sans moi, si quelqu'un me l'a volée et l'a fait disparaître dans le système ?» Il s'approcha du bureau, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il feuilletait le dossier. Il s'arrêta sur une photo de sa fille, la même que celle dans le cadre. Ses doigts effleurèrent le papier avec une tendresse infinie. « Marianne l'a prise le jour de ses 5 ans, » murmura-t-il. Elle était tellement heureuse ce jour-là. Elle aimait les tournesols. Elle disait qu'ils ressemblaient au soleil. Valérie s'approcha doucement. « Je me souviens du parfum de lavande. C'était dans une maison. Il y avait un jardin. Je courais pieds nus dans l'herbe et quelqu'un riait. Une femme. Elle avait une voix douce comme du miel. Sébastien ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Marianne mettait toujours de l'huile essentielle de lavande sur ses poignets. C'était son parfum préféré. Et nous avions un jardin à Annecy, avec des tournesols et de l'herbe qui chatouillaient les pieds nus. Le silence qui suivit fut chargé d'une émotion insoutenable. Valérie voyait la bataille intérieure qui se livrait en lui, l'espoir contre la peur, le désir de croire contre la terreur d'une nouvelle déception. « Je ne peux pas », finit-il par dire dans un souffle. « Je ne peux pas supporter une autre fois, pas après tout ce temps. Alors faisons un test ADN, » proposa Valérie d'une voix douce mais ferme. « La science nous dira la vérité. Ni vous ni moi n'aurons à deviner. Nous saurons. » Sébastien la regarda longuement, dans ses yeux gris. Elle vit passer tant d'émotions contradictoires. L'espoir fragile, la méfiance, le chagrin accumulé pendant 28 ans, et peut-être, tout au fond, une petite flamme de foi. « Et si le test est positif ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Et si vous êtes vraiment ?» Il ne put terminer sa phrase. Valérie comprit ce qu'il ne disait pas. « Et si je t'ai retrouvée après tout ce temps, comment vivre avec le poids de toutes ces années perdues? Alors nous apprendrons à nous connaître, » répondit-elle simplement. « Nous reprendrons là où le destin nous a séparés. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas comme avant, mais ce sera un nouveau départ. Et si le test était négatif ?» Valérie déglutit péniblement. « Alors j'aurai au moins essayé, et vous aussi, et nous pourrons tous les deux continuer nos vies en sachant que nous n'avons pas laissé passer une chance. » Sébastien retourna s'asseoir lourdement dans son fauteuil. Il prit la photographie encadrée et la contempla longuement, caressant le verre du bout des doigts. « J'ai cherché pendant des années, j'ai engagé des détectives privés, j'ai alerté tous les orphelinats de France. J'ai parcouru le pays en quête du moindre indice, et puis, quand Marianne est morte, une partie de moi a abandonné, pas complètement, mais j'ai arrêté de croire que je pourrais la retrouver vivante. Pourtant, vous avez gardé cette photo sur votre bureau. Comment aurais-je pu l'oublier ?» sourit-il tristement. « Elle était ma petite étoile, mon univers entier. » Valérie s'assit sur l'une des chaises face au bureau. « Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je ne vous demande même pas de m'accepter tout de suite. Je vous demande juste de me donner une chance de découvrir la vérité pour vous, pour moi, et peut-être pour cette petite fille qui a disparu il y a 28 ans. » Sébastien resta silencieux un long moment. Dehors, Lyon s'était transformé en une constellation de lumière. Le trafic s'était apaisé. L'hôpital autour d'eux semblait retenir son souffle. Finalement, il hocha la tête. « D'accord, nous ferons ce test, mais je vous préviens, je ne me ferai plus d'illusions. Si c'est négatif, vous devrez accepter le résultat et ne plus jamais aborder ce sujet. Compris ? Compris ? Et si c'est positif ?» Il s'interrompit, incapable de formuler cette hypothèse à voix haute. Valérie comprit, si c'était positif, leur vie changerait à jamais. 28 ans de séparation, de douleur, de questions sans réponse, s'effondreraient pour laisser place à quelque chose de nouveau, d'inconnu, de terrifiant, mais aussi, peut-être, de merveilleux. « Je contacterai un laboratoire demain, » dit Sébastien. « Nous aurons les résultats dans 2 ou 3 semaines. » Valérie acquiesça, le cœur battant. 2 ou 3 semaines, 21 jours tout au plus.
pour savoir si elle était vraiment Valérie Lemaître. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Merci de me donner cette chance. » Sébastien ne répondit pas. Il regardait de nouveau la photographie, perdu dans ses pensées. Valérie referma doucement la porte derrière elle, dans le couloir désert. Elle s'appuya contre le mur et laissa échapper un long soupir tremblant. 2 semaines, dans 2 semaines, je saurai qui je suis vraiment. Nathalie Caron traversa le hall principal de l'hôpital Saint-Raphaël, d'un pas vif et assuré, ses talons claquant sur le carrelage impeccable comme un métronome implacable. À 53 ans, elle incarnait l'autorité administrative de l'établissement, tailleur noir impeccable, cheveux auburn tirés en un chignon strict, regard perçant derrière ses lunettes à monture fine. Tout en elle respirait le contrôle et l'efficacité. Directrice administrative depuis 15 ans, elle avait gravi les échelons un à un, s'imposant dans un milieu dominé par les médecins et leurs égos surdimensionnés. Elle était là bien avant Sébastien Lemaître, déjà responsable financière en 1997, quand la tragédie avait frappé sa famille. Elle avait été témoin de sa descente aux enfers, de son obsession maladive pour retrouver sa fille, de la mort de Marianne, puis de sa lente reconstruction autour du seul pilier qui lui restait, l'hôpital, et au fil des années, Nathalie avait consolidé son influence. Chaque décision importante passait par elle, chaque budget, chaque embauche, chaque projet de rénovation. Elle était devenue indispensable, et Sébastien, dans son isolement émotionnel, s'en remettait de plus en plus à son jugement, mais depuis quelques jours, elle sentait que quelque chose avait changé. Ce matin-là, elle entra dans son bureau spacieux du 4e étage et s'installa derrière son ordinateur. Comme chaque jour, elle consultait les rapports de sécurité, les mouvements de personnel, les incidents mineurs. Son regard s'arrêta sur une note du service de maintenance. Salle d'archives du 2e étage. Accès, Valérie Moreau, infirmière, 11 mars, 14h30, 18h45, 4 heures. Cette nouvelle recrue avait passé 4 heures dans les archives, alors qu'elle était censée numériser des dossiers récents. Nathalie fronça les sourcils. Elle ouvrit le dossier personnel de Valérie sur son écran. Valérie Moreau, 28 ans, orpheline, diplômée de l'IFSI de Dijon, référence excellente, embauche validée le 25 février, orpheline. Nathalie sentit une inquiétude sourde naître en elle. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le parking. En contrebas, des ambulances allaient et venaient. La vie de l'hôpital suivait son cours imperturbable. Pourquoi une orpheline de 28 ans passerait-elle 4 heures dans de vieilles archives? Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de Grégoire Dumas, le chef de la maintenance. « Grégoire, c'est Nathalie. Dis-moi, la salle d'archives du 2e. Elle contient quoi exactement ?»« Des vieux dossiers médicaux, madame. Et quelques cartons administratifs datant des années 90 et début 2000. »« Pourquoi ? Simple vérification. »« Merci. » Elle raccrocha et resta immobile un instant, réfléchissant. Les années 90, l'époque de la disparition de Valérie Lemaître. Elle se souvenait parfaitement de cette période. L'enquête policière qui s'était étendue à l'hôpital puisque Sébastien y travaillait. Les questions, les doutes, les regards suspicieux de certains collègues. Et elle se souvenait aussi de cette nuit de septembre 1997, 1 mois après la disparition, quand elle avait reçu cet appel anonyme. Une voix de femme, paniquée, qui lui avait demandé de faire disparaître certains registres administratifs de l'hôpital. En échange, une enveloppe contenant 50 000 francs avait été déposée dans son casier le lendemain. À l'époque, Nathalie avait hésité, mais l'argent était tentant, et les documents en question ne semblaient pas directement liés à l'enquête sur l'enlèvement. C'était un des registres d'entrée et de sortie d'un orphelinat de Dijon qui avait demandé des consultations pédiatriques pour plusieurs enfants en août 1987. Elle avait fait ce qu'on lui demandait. Elle avait détruit les registres et prétendu qu'ils avaient été égarés lors d'un déménagement de bureau. Elle n'avait jamais su qui était cette femme au téléphone. Elle n'avait jamais cherché à savoir. L'argent lui avait permis de rembourser des dettes urgentes. Et elle avait tourné la page. Mais maintenant, 28 ans plus tard, une orpheline de Dijon du même âge que la fille disparue de Sébastien venait de passer 4 heures dans les archives. Ce n'est pas possible. C'est une coïncidence. Pourtant, Nathalie Caron n'avait pas atteint sa position en ignorant ses instincts. Elle savait reconnaître une menace potentielle quand elle en voyait une. Elle quitta son bureau et descendit directement au 3e étage. La secrétaire de Sébastien,
Madame Perrin, leva les yeux de son ordinateur. « Bonjour Nathalie. Le DER, le maître est en consultation jusqu'à... » « Je sais. Je veux juste vérifier quelque chose. » Elle entra dans le bureau vide de Sébastien sans demander la permission. Madame Perrin ouvrit la bouche pour protester, mais Nathalie referma la porte derrière elle. Le bureau était dans son état habituel, ordonné, austère, professionnel. La photographie de la petite Valérie trônait toujours sur le coin du bureau. Nathalie s'en approcha et l'observa attentivement. Elle connaissait ce visage par cœur. Combien de fois avait-elle vu Sébastien contempler cette image pendant leur réunion? Elle ouvrit les tiroirs méthodiquement, dans le 3e. Elle trouva ce qu'elle cherchait. Une chemise récente contenant un formulaire de laboratoire d'analyse médicale, test de paternité, échantillon prélevé le 14 mars, résultat sous 14 à 21 jours. Le sang de Nathalie ne fit qu'un tour. Sébastien avait fait un test ADN. Avec qui? Elle n'eut pas besoin de chercher longtemps la réponse. Valérie Moreau. Elle replaça soigneusement la chemise dans le tiroir et quitta le bureau aussi discrètement qu'elle était entrée. Madame Perrin lui lança un regard réprobateur qu'elle ignora totalement. De retour dans son propre bureau, Nathalie ferma la porte à clé et s'assit lourdement dans son fauteuil. Son esprit fonctionnait à toute vitesse, évaluant les implications, les risques, les conséquences. Si cette Valérie Moreau était vraiment la fille de Sébastien, tout allait changer. Il se rapprocherait d'elle, deviendrait moins dépendant de Nathalie, commencerait peut-être à poser des questions sur le passé, des questions dangereuses. Et si jamais quelqu'un découvrait son rôle dans la disparition des registres de l'orphelinat en 1997, elle serait ruinée, pire, elle serait peut-être poursuivie pour obstruction à la justice. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Elle décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des années. Un avocat de Lyon, Maître Philippe Janvier, spécialisé dans les affaires délicates, un homme sans scrupules qui posait rarement des questions. Maître Janvier, c'est Nathalie Caron. J'ai besoin de vos services. C'est urgent et confidentiel. Madame Caron, quel plaisir de vous entendre. De quoi s'agit-il? Je veux des informations sur quelqu'un. Valérie Moreau, 28 ans, orpheline originaire de Dijon. Tout ce que vous pouvez trouver sur son passé, ses antécédents, ses fréquentations, tout ce qui pourrait la discréditer. Il y eut un silence calculateur à l'autre bout du fil. Vous savez que ce genre de recherche coûte cher. L'argent n'est pas un problème. Je veux un rapport complet d'ici une semaine. Très bien, je m'en occupe personnellement. Nathalie raccrocha et se massa les tempes. Elle sentait une migraine poindre. Dehors, le ciel lyonnais s'était couvert de nuages gris menaçants. Une pluie fine commença à tambouriner contre les vitres. Elle ouvrit un tiroir fermé à clé de son bureau et en sortit un vieux carnet noir. À l'intérieur, des notes manuscrites datant de 1997, des noms, des dates, des transactions. Elle avait toujours été méticuleuse, gardant des traces de tout au cas où elle aurait besoin un jour de se protéger. Elle feuilleta les pages jaunies jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. 18 septembre 1997, appel anonyme, destruction registre orphelinat Saint-Vincent, Dijon, 50 000 francs. En dessous, elle avait noté voix féminine, accent bourguignon, paniqué, mentionne « La petite ne doit jamais être retrouvée ». Nathalie avait toujours pensé que cet appel concernait une autre affaire, une adoption illégale peut-être, ou un trafic d'enfants. Elle n'avait jamais fait le lien avec Valérie Lemaître, mais maintenant, les pièces du puzzle s'assemblèrent d'une manière terrifiante, et si la fille de Sébastien n'avait jamais été enlevée par un étranger, et si elle avait été placée délibérément dans cet orphelinat, et si quelqu'un avait payé pour effacer toute trace de son identité? Nathalie referma violemment le carnet. Non, elle ne pouvait pas se permettre de penser à ça. Elle avait agi sur ordre, sans savoir. Elle n'était qu'un instrument, une simple exécutante. Mais qui te croira si tout ça éclate au grand jour? Elle se leva et se servit un verre d'eau à la fontaine. Ses mains tremblaient légèrement. Elle devait reprendre le contrôle, anticiper, agir. Si le test ADN confirmait que Valérie était bien la fille de Sébastien, elle devrait la discréditer avant que les résultats ne soient rendus publics, planter des doutes, présenter des preuves alternatives, faire croire à Sébastien qu'il était victime d'une manipulation, et si cela ne suffisait pas, elle devrait aller plus loin. Beaucoup plus loin, Nathalie Caron n'avait pas construit sa carrière et sa position en laissant les autres déterminer son destin. Elle était une survivante,
et les survivantes faisaient ce qu'il fallait pour protéger ce qui leur appartenait, même si cela signifiait détruire une jeune femme innocente. Elle regarda par la fenêtre la pluie qui redoublait d'intensité. Lyon disparaissait derrière un rideau gris et froid. Pardon, Valérie Moreau, mais tu arrives 28 ans trop tard, et je ne te laisserai pas tout détruire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une tension palpable. Valérie sentait le poids du secret qu'elle portait, cette attente insoutenable des résultats du test ADN, qui prendrait encore au moins 2 semaines. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit dérivait constamment vers Sébastien, vers cette photographie, vers les fragments de souvenirs qui refaisaient surface avec de plus en plus d'intensité. Le mardi matin, alors qu'elle consultait son casier dans le vestiaire du personnel, elle trouva une enveloppe blanche sans nom ni adresse. Intriguée, elle l'ouvrit, à l'intérieur. Une simple feuille de papier avec quelques mots tapés à l'ordinateur. « Arrêtez vos recherches, vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Partez pendant qu'il en est encore temps. » Son sang se glaça. Elle regarda autour d'elle. Le vestiaire était vide, silencieux. Seul le bourdonnement des néons au plafond troublait le silence. Elle glissa le message dans sa poche et sortit précipitamment, le cœur battant. Qui pouvait savoir? Qui avait intérêt à ce qu'elle arrête? Elle croisa Thomas dans le couloir. Il lui adressa son sourire habituel. « Salut Valérie. Ça va? Tu as l'air toute pâle. »« Ça va, » mentit-elle, juste un peu fatiguée. « T'as besoin d'un café? Je descends justement à la cafette. »« Non merci. Je dois aller en cardiologie. » Elle s'éloigna rapidement. Consciente du regard inquiet de Thomas dans son dos, elle ne pouvait faire confiance à personne. Quelqu'un la surveillait. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'elle découvre la vérité, l'après-midi, alors qu'elle rangeait des dossiers médicaux dans le bureau des infirmières. Elle remarqua que son sac avait été déplacé, elle l'avait laissé sous son bureau, fermé, il était maintenant légèrement entrouvert, posé sur sa chaise, elle fouilla frénétiquement à l'intérieur, son portefeuille était là, son téléphone aussi, mais le dossier qu'elle avait pris dans les archives, celui contenant les coupures de presse sur la disparition de Valérie Lemaître, avait disparu. Non, non, non. Elle sentit la panique monter. C'était sa seule preuve tangible. Sans ce dossier, comment pourrait-elle prouver ses recherches si quelqu'un tentait de la discréditer? Céline entra dans le bureau, un plateau de médicaments à la main. « Valérie, tu cherches quelque chose. »« J'ai perdu un document. Tu n'as rien vu. »« Non, désolée. Mais tu sais, ce matin j'ai vu Madame Caron traîner par ici. C'est bizarre. Elle ne descend presque jamais dans les services. » Valérie sentit ses poils se hérisser. Nathalie Caron, la directrice administrative. « Oui, elle discutait avec Madame Roussel. Elles avaient l'air de parler de toi. D'ailleurs, j'ai entendu ton nom plusieurs fois. Elle disait quoi ?» Céline haussa les épaules, mal à l'aise. « Je n'ai pas tout entendu. Mais Madame Caron posait des questions sur tes performances, ton comportement, comme si elle vérifiait quelque chose. » Valérie remercia Céline et s'assit lourdement sur sa chaise. Tout prenait sens maintenant. Nathalie Caron était derrière ces menaces. Mais pourquoi? Qu'avait-elle à cacher? Le soir, en rentrant chez elle dans son petit studio du quartier de la Guillotière, Valérie trouva sa boîte aux lettres forcée. Rien n'avait été volé, mais le message était clair. On savait où elle habitait. On pouvait accéder à son intimité quand on le voulait. Elle monta les escaliers en tremblant et s'enferma à double tour, assise sur son canapé. Elle sortit son téléphone et contempla le numéro du commissariat qu'elle avait enregistré. Devait-elle appeler la police? Leur dire quoi exactement? Qu'elle recevait des menaces anonymes parce qu'elle pensait être la fille disparue du directeur de l'hôpital. Ils me prendront pour une folle. Elle décida d'attendre. Les résultats du test ADN arriveraient bientôt, une fois qu'elle aurait la preuve scientifique. Elle pourrait agir. En attendant, elle devait être prudente. Très prudente. Les jours suivants, l'atmosphère à l'hôpital changea subtilement. Valérie sentait des regards insistants, des conversations qui s'interrompaient quand elle entrait dans une pièce. Madame Roussel lui parlait avec une froideur nouvelle. Certains collègues l'évitaient. Le vendredi, en salle de pause, elle entendit 2 aides-soignantes chuchoter. Elle s'approcha discrètement. Paraît qu'elle invente des histoires pour se rapprocher du directeur. C'est Madame Caron qui l'a dit. Vraiment, quel genre d'histoire? Elle prétend être sa fille disparue, tu imagines. C'est d'un mauvais goût. Pauvre Dörder, le maître. Comme s'il n'avait pas assez souffert. Valérie s'éloigna,
les jambes flageolantes. Nathalie Caron orchestrait une campagne de dénigrement contre elle. Elle répandait des rumeurs, semait le doute, l'isolait progressivement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle tenta de croiser Sébastien pour lui parler de ce qui se passait. Mais il semblait l'éviter encore plus qu'avant. Elle le vit une fois de loin, en grande discussion avec Nathalie devant son bureau. La directrice administrative parlait avec animation, gesticulant, et Sébastien hochait la tête d'un air grave. Elle est en train de le retourner contre moi. Le lundi suivant, Valérie fut convoquée dans le bureau de Madame Roussel. L'infirmière en chef l'accueillit avec un visage fermé. « Asseyez-vous, Valérie. » Le ton formel la fit frissonner. Elle s'assit, les mains crispées sur ses genoux. « Il y a eu des plaintes vous concernant. » « Des plaintes, de quel genre? Plusieurs collègues rapportent que vous êtes distraite, que vous commettez des erreurs dans le suivi des patients. De plus, des documents confidentiels ont été consultés sans autorisation. Des archives ont disparu. C'est faux, protesta Valérie. Je fais correctement mon travail et je n'ai rien volé. Je ne parle pas de vol, je parle de consultation non autorisée. Madame Caron a vérifié les registres d'accès. Vous avez passé plusieurs heures dans les archives anciennes, alors que votre mission était de numériser des dossiers récents. Valérie sentit le piège se refermer sur elle. Je cherchais des informations pour mon travail. Sur la disparition de la fille du Doer, le maître, coupa Madame Roussel sèchement. Valérie, je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais c'est inapproprié et cruel. Cet homme a assez souffert sans que des opportunistes viennent rouvrir ses blessures. Je ne suis pas une opportuniste. Je cherche juste la vérité. La vérité, quelle vérité? Que vous ressemblez vaguement à une petite fille sur une photo vieille de 28 ans. Que vous avez quelques souvenirs flous qui pourraient y concerner n'importe qui. Madame Roussel soupira et adoucit légèrement son ton. Écoutez, Valérie, je ne vous connais pas bien, mais vous semblez être quelqu'un de correct. Je pense que vous êtes sincère dans votre démarche, mais vous devez comprendre que ce genre de situation est extrêmement délicat. Le Doer, le maître, a été approché des dizaines de fois par des femmes qui pensaient être sa fille. À chaque fois, c'était une erreur. À chaque fois, ça le détruisait un peu plus. Cette fois, c'est différent, murmura Valérie. Nous avons fait un test ADN. Madame Roussel ouvrit de grands yeux. Vous avez fait quoi? Un test de paternité. Les résultats arrivent dans 1 semaine, et ils prouveront que j'ai raison. L'infirmière en chef resta silencieuse un long moment, comme si elle évaluait la situation sous un jour nouveau. Si c'est vrai, dit-elle finalement. Alors j'espère sincèrement pour vous deux que le résultat sera positif. Mais en attendant, je vous demande de rester discrète. Madame Caron surveille de très près cette affaire. Elle pense que vous manipulez le Doer, le maître. C'est elle qui manipule tout le monde, explosa Valérie. C'est elle qui répand des rumeurs sur moi. C'est elle qui a volé le dossier que j'avais trouvé. Attention, Valérie, ce sont des accusations graves, sans preuve. Vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Valérie se leva, frustrée et au bord des larmes. Je ne mens pas. Quelqu'un essaie de me faire peur. Quelqu'un qui ne veut pas que je découvre ce qui s'est vraiment passé il y a 28 ans. Elle quitta le bureau sans attendre d'être congédiée. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Elle se sentait seule, vulnérable, attaquée de toutes parts. Plus qu'1 semaine. Tiens bon, encore 1 semaine. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Et si Nathalie Caron allait encore plus loin, et si elle trouvait un moyen de saboter les résultats du test, et si elle parvenait à convaincre Sébastien que Valérie était réellement une menteuse, ce soir-là, en rentrant chez elle sous une pluie fine, Valérie reçut un nouveau message anonyme sur son téléphone. « Dernière chance, partez maintenant ou vous le regretterez. » Elle effaça le message d'une main tremblante et continua à marcher dans les rues sombres de Lyon. Sentant des yeux invisibles peser sur sa nuque, la semaine suivante fut la plus difficile de la vie de Valérie. Les menaces continuaient, subtiles mais constantes, des regards hostiles, des conversations interrompues, une atmosphère de suspicion qui l'étouffait progressivement. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre lieu de travail, observée, jugée, condamnée avant même d'avoir pu prouver son innocence. Sébastien ne lui adressait plus la parole. Elle l'apercevait de loin, toujours entourée de Nathalie Caron qui semblait avoir resserré son emprise sur lui. Valérie comprenait la stratégie, l'isoler, la discréditer, puis convaincre Sébastien qu'elle n'était qu'une manipulatrice de plus. Mais j'ai encore une chance. Une seule. Le samedi matin,
Elle prit le train pour Dijon. Le trajet dura 2 heures, pendant lesquelles elle contempla les paysages bourguignons défiler derrière la vitre sale. Les champs, les forêts, les petits villages endormis, quelque part dans cette région, elle avait grandi sans savoir qui elle était vraiment. L'orphelinat Saint-Vincent se dressait à la périphérie de Dijon, un bâtiment gris et austère datant des années 60. Valérie n'y était pas retournée depuis son départ à 18 ans. L'endroit lui inspirait toujours le même malaise, les mêmes souvenirs d'une enfance froide et impersonnelle. Elle sonna à l'interphone. Une voix féminine grésilla. « Oui, bonjour, je m'appelle Valérie Moreau. J'ai été pensionnaire ici il y a longtemps. Je voudrais consulter mes affaires personnelles si elles ont été conservées. » Il y eut un silence, puis un buzz électronique déverrouilla la porte. Valérie entra dans le hall qu'elle connaissait par cœur. Les murs jaunes défraîchis, l'odeur de désinfectant mélangée à celle du chou bouilli, le lino craquelé sous ses pas. Une femme d'une 60aine d'années apparut, vêtue d'un cardigan beige informe. Valérie ne la reconnut pas. « Madame Moreau, je suis sœur Béatrice. » La nouvelle directrice. « Depuis quand êtes-vous partie ? » « 2015. Il y a 10 ans. » « Ah, je n'étais pas encore là. Suivez-moi. Nous conservons les affaires personnelles au sous-sol pendant 20 ans avant de les détruire. Vous avez de la chance. » Elles descendirent un escalier en colimaçon jusqu'à une cave humide encombrée de cartons empilés. Sœur Béatrice consulta un registre poussiéreux. « Moreau, Moreau. Ah, voilà. Carton B47. Étagère du fond. » Elle laissa Valérie seule avec une lampe torche. La jeune femme se faufila entre les rangées d'étagères métalliques jusqu'à trouver le carton marqué de son nom. Elle le descendit avec précaution et l'ouvrit sur une table bancale. À l'intérieur, des vêtements d'enfant soigneusement pliés, quelques cahiers d'école, un ours en peluche borgne qu'elle avait complètement oublié, des vestiges d'une enfance qu'elle avait essayé d'effacer de sa mémoire. Au fond du carton, enveloppée dans un vieux torchon, elle sentit quelque chose de dur et froid. Elle déplia le tissu avec des mains tremblantes. Un collier, une chaîne en or fin, avec un pendentif en forme de tournesol. Le métal avait légèrement terni avec le temps, mais l'objet était magnifique, délicat, manifestement précieux. Valérie le saisit et sentit immédiatement quelque chose se déchirer en elle. Un souvenir afflua avec une violence inouïe. Elle avait 5 ans. C'était son anniversaire, et une femme aux cheveux châtains lui attachait ce collier autour du cou en murmurant « Pour ma petite étoile, qui brille plus fort que le soleil ». Elle porta le collier à ses lèvres et pleura silencieusement. C'était réel, tout était réel. Elle n'avait pas inventé ses souvenirs. Cette femme avait existé, cette vie avait existé, et ce collier était la preuve. Elle remonta précipitamment, remercia sœur Béatrice et quitta l'orphelinat en serrant le collier contre son cœur. Dans le train du retour vers Lyon, elle l'observa sous toutes les coutures, au dos du pendentif, une gravure presque effacée. VL, 1996. Valérie Lemaître, 1996. 1 an avant ma disparition, elle arriva à Lyon en fin d'après-midi, épuisée mais galvanisée par cette découverte. Elle devait montrer ce collier à Sébastien. Il le reconnaîtrait forcément. C'était une preuve tangible. Indiscutable, le lundi matin, elle se présenta au bureau de Sébastien avant l'ouverture officielle de l'hôpital. Madame Perrin n'était pas encore arrivée. La porte du bureau 304 était entr'ouverte. Elle frappa doucement. « Entrez ». Sébastien était assis derrière son bureau, une tasse de café fumante à la main. Il leva les yeux vers elle et son expression se durcit immédiatement. « Mademoiselle Moreau, je croyais avoir été claire, nous attendons les résultats du test d'ici là. J'ai trouvé quelque chose. » L'interrompit-elle. Quelque chose d'important. Elle s'avança et posa le collier sur le bureau entre eux. Sébastien baissa les yeux vers l'objet et se figea complètement. Sa tasse de café glissa de ses doigts et se renversa sur des documents. Mais il ne réagit même pas. « Où avez-vous trouvé ça ?» articula-t-il d'une voix blanche. « Dans mes affaires de l'orphelinat. Il était avec moi quand j'y suis arrivée. Je ne m'en souvenais pas, mais il était là, conservé pendant toutes ces années. » Sébastien tendit une main tremblante et saisit le collier. Il le retourna, découvrant la gravure au dos. Une larme roula sur sa joue. Marianne le lui a offert pour ses 5 ans. Nous l'avions fait graver spécialement. Elle le portait le jour où elle a disparu. Sa voix se brisa. Il serra le collier contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Je l'ai cherché partout.
La police avait dit que si on le retrouvait, ce serait une preuve qu'elle était encore vivante quelque part. Valérie s'assit en face de lui, les larmes coulant librement sur son visage. « Je suis vivante. Je suis là. Et je crois vraiment que je suis votre fille. » Sébastien la regarda avec une intensité déchirante. Pour la première fois, elle vit dans ses yeux non plus de la méfiance, mais quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Un espoir fragile, terrorisant, mais réel. Il se leva, contourna le bureau et s'approcha d'elle. Il tendit la main vers son visage, hésita, puis effleura doucement sa joue. « Tu as ses yeux, les yeux de Marianne. Il l'avait tutoyée. » Ce simple changement de pronom était comme un pont jeté par-dessus 28 années de séparation. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Nathalie Caron se tenait sur le seuil, le visage livide de rage contenue. Son regard passa de Sébastien à Valérie, puis au collier que Sébastien tenait encore. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle d'une voix coupante. « Nathalie !» dit Sébastien sans lâcher Valérie des yeux. « Regardez, elle a retrouvé le collier de tournesol que Marianne avait offert à Valérie. » Nathalie s'avança et arracha presque le collier des mains de Sébastien. Elle l'examina avec une expression calculatrice. « Ce collier, on en trouve des dizaines comme ça dans n'importe quelle bijouterie bon marché. Ce n'est pas une preuve. Il y a une gravure, » protesta Valérie. « VL, 1996. » Nathalie ricana froidement. « Une gravure qu'on peut faire n'importe où pour 20 €. Sébastien, vous ne voyez pas ce qu'elle fait? Elle vous manipule. Elle a acheté ce collier, fait graver les initiales, inventé toute une histoire pour vous attendrir. »« Non, c'est faux !» cria Valérie. Nathalie sortit un document de la pochette qu'elle portait sous le bras et le jeta sur le bureau. « Voilà la vérité. Un reçu d'achat de la bijouterie Mercier à Dijon, datant d'il y a 2 semaines. Elle a acheté ce collier spécifiquement pour vous tromper. » Valérie saisit le document, abasourdie. C'était un faux, forcément un faux, mais il avait l'air terriblement authentique. Logo de la bijouterie, signature du vendeur, date, montant. « C'est impossible. Je n'ai jamais... » « Menteuse, siffla Nathalie. Vous êtes une menteuse et une manipulatrice. Combien de fois faudra-t-il que cet homme souffre à cause de gens comme vous ?» Sébastien avait reculé, le visage décomposé. Il regardait Valérie avec une expression où se mêlaient confusion, douleur et doute. « Valérie, dites-moi la vérité. Où avez-vous vraiment eu ce collier ? Je vous l'ai dit, à l'orphelinat. Il était avec mes affaires depuis toujours. »« Elle ment, » insista Nathalie d'une voix doucereuse. « Sébastien, vous le savez, vous l'avez toujours su. Les vrais miracles n'existent pas. Votre fille est morte il y a longtemps. Cette femme profite de votre chagrin. » Le regard de Sébastien se durcit progressivement. Valérie vit avec horreur le mur se reconstruire entre eux, brique par brique. « Sortez, » dit-il d'une voix éteinte. « Mais, j'ai dit, sortez, et ne revenez plus me voir avant les résultats du test. Si vous me mentez, je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans un hôpital de cette région. » Valérie quitta le bureau en titubant, le collier serré dans sa main, dans le couloir. Elle s'effondra contre le mur, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. Nathalie était plus forte qu'elle, plus rusée, et elle venait de détruire la seule vraie preuve que Valérie possédait. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Valérie sentait le piège se refermer inexorablement autour d'elle. Les rumeurs s'étaient répandues dans tout l'hôpital, comme une traînée de poudre. La nouvelle infirmière essayait d'extorquer de l'argent au directeur en se faisant passer pour sa fille disparue. Certains la regardaient avec mépris, d'autres avec pitié. Personne ne lui adressait plus la parole, sauf pour le strict nécessaire professionnel. Thomas lui-même gardait ses distances. Mal à l'aise, Céline l'évitait carrément. Madame Roussel la surveillait de près. Comme si elle s'attendait à ce qu'elle commette une faute grave à tout moment, Valérie vivait dans l'attente terrifiée des résultats du test ADN. C'était sa dernière chance, sa seule chance de prouver qu'elle disait la vérité. Mais une partie d'elle craignait que Nathalie ne trouve un moyen de saboter même cela. Le jeudi après-midi, elle fut convoquée de manière urgente au 4e étage, pas dans le bureau de Madame Roussel, pas dans celui de Sébastien, dans la salle du conseil d'administration. Son cœur se serra. Qu'est-ce que ça signifie ? Elle monta les escaliers avec des jambes de plomb, chaque marche lui demandant un effort surhumain. Devant la porte imposante de la salle de réunion, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Elle entendait des voix étouffées à l'intérieur. Elle frappa. Une voix masculine autoritaire répondit « Entrez ». Valérie poussa la porte et se figea.
La grande table ovale était entourée d'une dizaine de personnes. Des médecins chefs de service, des administrateurs, Madame Roussel. Et au bout de la table, Nathalie Caron qui arborait une expression de satisfaction à peine dissimulée. Sébastien était assis à l'autre extrémité, le visage fermé, les mains croisées devant lui. Il ne la regarda pas. « Mademoiselle Moreau, asseyez-vous », dit le dodeur, Mercier, le cardiologue qu'elle avait croisé plusieurs fois et qui semblait présider cette réunion improvisée. Valérie s'assit sur la chaise isolée au centre de la pièce. Elle avait l'impression d'être une accusée devant un tribunal. « Nous avons convoqué cette réunion exceptionnelle du Conseil suite à des allégations graves concernant votre comportement, » commença le dodeur, Mercier d'un ton neutre. « Madame Caron nous a informé de faits troublants. Nous souhaitons entendre votre version. » Nathalie se leva, un dossier à la main. Elle était dans son élément, maîtresse de la situation. « Mesdames et messieurs, je vais vous exposer les faits de manière chronologique. Le 4 mars, Mademoiselle Moreau arrive à l'hôpital pour son premier jour. Elle se rend immédiatement au bureau du DR. Le maître, où elle fait une remarque déplacée sur une photographie personnelle. Elle fit une pause théâtrale avant de continuer. Les jours suivants, elle consulte illégalement des archives anciennes, s'appropriant des documents confidentiels relatifs à la tragédie personnelle du DR. Le maître, elle harcèle ensuite notre directeur en prétendant être sa fille disparue il y a 28 ans. Des murmures parcoururent l'assemblée. Valérie voulut protester, mais Nathalie leva la main. « Attendez, ce n'est pas tout. » Lorsque le dodeur, le maître, dans un moment de faiblesse émotionnelle, accepte de faire un test ADN. Mademoiselle Moreau fabrique une fausse preuve. Un collier qu'elle prétend avoir possédé depuis l'enfance mais qu'elle a en réalité acheté il y a 2 semaines dans une bijouterie de Dijon, elle jeta le reçu falsifié sur la table. Voici la preuve de son achat. La manipulation est évidente. Cette femme profite de la vulnérabilité émotionnelle de notre directeur pour obtenir... Quoi exactement? De l'argent. Une position privilégiée. Nous ne le savons pas encore, mais ses intentions sont clairement malhonnêtes. Le silence qui suivit était écrasant. Valérie sentait tous les regards peser sur elle. Accusateur, méprisant. Elle chercha le regard de Sébastien, mais il fixait obstinément la table devant lui. « Mademoiselle Moreau, » dit le dodeur, Mercier, « qu'avez-vous à répondre à ces accusations ?» Valérie se leva, les jambes tremblantes. « Je n'ai rien fabriqué. Ce collier était vraiment dans mes affaires d'enfance à l'orphelinat. Je ne l'ai pas acheté. Ce reçu est un faux. »« Un faux !» releva Nathalie avec un sourire glacial. « Vous accusez la bijouterie Mercier de Dijon de complicité de fraude. »« Non, j'accuse vous de l'avoir fabriqué. » Des exclamations choquées fusèrent autour de la table. Nathalie prit une expression offensée. « C'est un comble. Non contente de manipuler le DR, le maître. Elle m'accuse maintenant de falsification. Mademoiselle Moreau, j'ai téléphoné personnellement à la bijouterie. Ils ont confirmé la transaction. Voulez-vous que je les fasse venir témoigner ? Bien sûr qu'ils confirmeront. Tu les as payés ou menacés. Mais Valérie ne pouvait pas dire cela sans preuve. Elle se retrouvait acculée, impuissante. Madame Caron a raison, intervint Madame Roussel à contre-cœur. J'ai moi-même contacté sœur Béatrice de l'orphelinat Saint-Vincent. Elle ne se souvient pas que Valérie ait possédé un tel collier à l'époque. Elle n'était pas là quand j'étais enfant, protesta Valérie. Elle est arrivée bien après mon départ. Justement, continua Madame Roussel, elle a consulté les anciens inventaires. Aucune mention d'un collier en or n'apparaît dans la liste des objets personnels qui vous ont été restitués à votre majorité. Le piège était parfait. Nathalie avait pensé à tout. Anticiper chaque argument. Fermer chaque échappatoire. « Je ne mens pas », dit Valérie, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment elle a fait pour falsifier tous ces documents. Mais je vous jure que je dis la vérité. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Trancha un administrateur aux cheveux blancs que Valérie ne connaissait pas. Cette affaire est extrêmement préjudiciable à la réputation de l'hôpital, et surtout à celle du DR le maître, ajouta Nathalie d'une voix mielleuse. Cet homme a déjà tant souffert. Il mérite la paix, pas qu'une opportuniste vienne rouvrir ses blessures. DR le maître, intervint le DR. Mercier, souhaitez-vous vous exprimer? Sébastien leva enfin les yeux. Son regard croisa celui de Valérie, et elle y vit une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « J'ai accepté de faire ce test ADN contre mon meilleur jugement, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai voulu croire, j'ai voulu espérer, mais Madame Caron a raison. Je me suis laissée manipuler par mes émotions.
Les résultats du test arrivent dans quelques jours. Je propose que nous attendions avant de prendre une décision définitive. Nathalie fronça les sourcils. Visiblement, elle aurait préféré que Valérie soit licenciée immédiatement. Sébastien, êtes-vous certain? Cette femme pourrait... Les résultats trancheront. Coupa-t-il fermement. Si le test était négatif, Mademoiselle Moreau sera licenciée pour faute grave et je porterai plainte pour harcèlement et tentative d'escroquerie. Si le test est positif. Il s'interrompit, incapable de terminer cette phrase. Très bien, acquiesça le Deur Mercier. Nous attendrons les résultats. D'ici là, Mademoiselle Moreau, vous êtes suspendue de vos fonctions avec effet immédiat. Vous ne devez plus vous présenter à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre. Valérie hocha la tête mécaniquement. Elle n'avait plus de larmes, plus de force. Elle était vidée. Vous pouvez disposer, dit le Deur Mercier plus doucement. Elle se leva et quitta la salle sous les regards lourds de l'assemblée. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, cherchant son souffle. Elle entendit la porte se rouvrir derrière elle. Valérie, c'était la voix de Sébastien. Elle se retourna. Il se tenait à quelques pas, les traits tirés, les épaules voûtées. « Je veux croire en vous », murmura-t-il. « Une partie de moi y croit encore. Mais j'ai été trompée tant de fois. Je ne vous trompe pas, dit-elle d'une voix brisée. Tout ce que je veux, c'est la vérité. Alors prions pour que ce test nous la donne. » Il s'éloigna sans un regard en arrière, laissant Valérie seule dans ce couloir hostile. Elle descendit les étages comme un automate, traversa le hall, où certains employés la dévisageaient avec curiosité ou mépris, et sortit dans le froid mordant de mars. Lyon s'étendait devant elle, indifférente à son drame. La ville continuait à vivre. Les gens continuaient leur vie, inconscients de la bataille qui se jouait dans ce petit hôpital. Valérie rentra chez elle et s'effondra sur son canapé. Le collier de tournesol était posé sur sa table basse, témoin silencieux d'une vérité que personne ne voulait croire. Encore quelques jours, les résultats arriveront, et tout le monde saura, mais dans le silence oppressant de son studio, une question terrifiante la hantait. Et si Nathalie Caron trouvait un moyen de falsifier même le test ADN, Valérie passa les 4 jours suivants dans un état de semi-conscience. Elle ne quittait presque plus son studio, survivant de thé et de tartines qu'elle avalait machinalement. Son téléphone sonnait parfois, des numéros inconnus qu'elle n'avait pas le courage de décrocher. Elle dormait par intermittence, hantée par des cauchemars où Nathalie Caron brandissait des documents falsifiés devant des juges sans visage. Le mardi matin, son téléphone vibra. Un message de Sébastien. « Les résultats sont arrivés. Réunion du conseil à 14h. Soyez présente. » 7 mots qui pouvaient changer sa vie à jamais. Elle se doucha, s'habilla avec soin. Un chemisier blanc sobre, un pantalon noir, ses cheveux attachés en chignon. Elle voulait avoir l'air digne, quelle que soit l'issue. Dans sa poche, elle glissa le collier de tournesol, un talisman, une prière silencieuse. À 13h45, elle franchit les portes de l'hôpital Saint-Raphaël. Les employés qu'elle croisa détournèrent le regard. Certains chuchotèrent sur son passage. Elle monta directement au 4e étage, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Devant la salle du conseil, elle s'arrêta pour reprendre son souffle. La porte s'ouvrit et le Deur Mercier apparut. « Ah, Mademoiselle Moreau, entrez, je vous prie. » La salle était encore plus remplie que la semaine précédente, en plus des membres habituels du conseil. Elle reconnut 2 journalistes locaux au fond de la pièce. Bloc-notes en main, Nathalie avait voulu faire de cela un spectacle public, une humiliation définitive. Nathalie elle-même trônait à sa place habituelle, un sourire de victoire anticipé aux lèvres. Elle portait un tailleur bordeaux impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Elle irradiait la confiance de quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné. Sébastien était assis à l'autre bout de la table, une enveloppe blanche devant lui. Ses mains tremblaient légèrement. Il avait les traits tirés, les yeux cernés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Valérie s'assit sur la même chaise isolée qu'une semaine plus tôt. Le silence dans la salle était asphyxiant. « Mesdames et messieurs, » commença le Deur Mercier, « nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre un terme à cette affaire qui a bouleversé notre établissement. Dr Lemaître a reçu ce matin les résultats du test de paternité effectué avec Mademoiselle Moreau. Avant de les révéler, je tiens à rappeler que quelle que soit l'issue, nous devons tous faire preuve de... » « Ouvrez l'enveloppe, » coupa Nathalie sèchement. « Finissons-en. » Le Deur Mercier fronça les sourcils face à cette interruption, mais acquiesça.
Il se tourna vers Sébastien. DR, le maître. Sébastien saisit l'enveloppe d'une main tremblante. Il la contempla longuement, comme s'il pouvait en deviner le contenu par simple contact. Puis il leva les yeux vers Valérie, leurs regards se croisèrent, et dans cet instant suspendu, elle vit passer tant d'émotions, terreur, espoir, résignation, prière. Il ouvrit l'enveloppe avec une lenteur insoutenable, en sortit plusieurs feuilles, qu'il déplia méthodiquement. Ses yeux parcoururent le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son visage se décomposa. Une larme roula sur sa joue. Nathalie se redressa, alarmée par cette réaction qu'elle n'avait pas anticipée. Sébastien posa les documents sur la table devant lui et leva la tête. Ses yeux brillaient de larmes contenues, mais son expression était celle d'un homme qui venait de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Probabilité de paternité, l'utile d'une voix tremblante mais claire. 99%. Le silence qui suivit fut absolu. Puis la salle explosa. Des exclamations de stupeur fusèrent. Les journalistes se mirent à griffonner frénétiquement. Le DR, Mercier se leva brusquement. Bouche bée. Madame Roussel porta les mains à son visage. Nathalie Caron était devenue livide. Elle se leva si violemment que sa chaise bascula en arrière avec fracas. C'est impossible. Ce test a été falsifié. Silence, tonna le DR. Mercier. Madame Caron, asseyez-vous. Mais Nathalie était hors d'elle. Toute sa façade de contrôle venait de s'effondrer. Ce laboratoire est corrompu. Elle les a payés. Elle a... C'est ma fille. Coupa Sébastien d'une voix brisée par l'émotion. Valérie est ma fille. Il se leva et contourna la table. Valérie se leva également, les larmes coulant librement sur son visage. Ils restèrent face à face un instant qui sembla durer une éternité. Puis Sébastien ouvrit les bras. Ma petite étoile. Valérie se jeta contre lui, et ils s'étreignirent enfin, après 28 ans de séparation. Les sanglots de Sébastien résonnaient dans la salle silencieuse. Il la serrait si fort qu'elle pouvait à peine respirer, mais elle ne voulait pas qu'il la lâche. « Jamais, papa », murmura-t-elle. Ce simple mot déclencha de nouveaux sanglots chez Sébastien. Nathalie les observait, le visage déformé par une rage impuissante. Puis son expression changea. La panique remplaça la colère. Elle réalisa soudain les implications de cette révélation. Si Valérie était vraiment la fille de Sébastien, alors toutes les accusations de Nathalie étaient en fausse. Le collier était authentique. Les documents qu'elle avait présentés étaient des faux, et pire encore, Sébastien se détacha doucement de Valérie et se tourna vers l'assemblée. Il essuya ses larmes d'un revers de main et redevint le directeur d'hôpital autoritaire que tous connaissaient. « Mesdames et messieurs, je vous présente ma fille, Valérie Lemaître, disparue il y a 28 ans et miraculeusement retrouvée. » Des applaudissements hésitants, puis de plus en plus nourris, emplirant la salle. Même Madame Roussel souriait à travers ses larmes. Mais Sébastien n'avait pas terminé. Son expression se durcit et il se tourna vers Nathalie. Mais cette réunion n'est pas seulement pour révéler ses résultats, c'est aussi pour exposer une vérité bien plus sombre. Il sortit un second dossier de sa mallette et le posa sur la table. Pendant que nous attendions les résultats du test, j'ai engagé un détective privé, non pas pour enquêter sur ma fille, mais sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont le comportement m'a semblé étrangement agressif et désespéré pour discréditer Valérie. Nathalie recula d'un pas, le visage soudain cendré. « Sébastien, qu'est-ce que vous... » En 1997, l'interrompit-il d'une voix glaciale. Des registres administratifs de l'orphelinat Saint-Vincent de Dijon ont mystérieusement disparu. Ces registres contenaient les noms des enfants admis en août 1997. Juste après la disparition de ma fille, la police avait demandé à les consulter. Mais on leur a dit qu'ils avaient été égarés lors d'un déménagement. Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Mon détective a retrouvé l'ancienne responsable financière de l'orphelinat. Cette femme, aujourd'hui à la retraite, a accepté de témoigner. Elle affirme avoir reçu en septembre 1997 la visite d'une certaine Nathalie Caron, alors employée administrative de cet hôpital, qui lui a offert une somme importante pour perdre ses registres. Un murmure scandalisé parcourut l'assemblée. Nathalie secoua la tête frénétiquement. « C'est un mensonge. Cette femme invente tout. Elle a des preuves, » continua Sébastien implacablement. Des relevés bancaires montrant un dépôt de 50 000 francs à l'époque, des notes personnelles, et surtout, un enregistrement,
Il sortit son téléphone et lança un fichier audio. Une voix de femme âgée emplit la salle. « Oui, je m'en souviens très bien. Madame Caron m'a dit que c'était pour protéger une famille importante. Elle m'a donné l'argent en liquide et m'a fait promettre de détruire les registres d'entrée d'août 1997. J'ai eu des remords pendant des années, mais j'avais peur des conséquences. » Nathalie s'effondra sur sa chaise, le visage défait. « Vous saviez ?» dit Sébastien d'une voix tremblante de rage contenue. « Vous saviez que ma fille était vivante. Vous saviez où elle se trouvait, et vous avez détruit les preuves qui auraient pu me permettre de la retrouver. Je ne savais pas, balbutia Nathalie. On m'a payé, je ne savais pas pourquoi. Vous m'avez laissé souffrir pendant 28 ans, explosa Sébastien. Ma femme est morte de chagrin, ma fille a grandi sans famille, et vous avez préféré votre argent et votre carrière à notre bonheur. Il se tourna vers Leder, Mercier. Je demande le licenciement immédiat de Madame Caron et le dépôt d'une plainte pénale pour obstruction à la justice, falsification de documents et complicité dans une affaire d'enlèvement d'enfants. Accepté, dit Leder. Mercier d'une voix sombre. Madame Caron, vous êtes relevée de vos fonctions avec effet immédiat. La sécurité va vous escorter hors de l'établissement. 2 agents de sécurité entrèrent et s'approchèrent de Nathalie. Elle se leva, vidée de toute superbe. Vieillie de 10 ans en quelques minutes, en passant devant Valérie, elle s'arrêta. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Je ne savais pas. » Valérie la regarda sans dire un mot. Il n'y avait rien à dire. Nathalie fut escortée hors de la salle sous les regards accusateurs de tous. Sébastien se tourna vers sa fille et lui prit les mains. « Pardon. Pardon de ne pas t'avoir cru plus tôt. Pardon de t'avoir fait souffrir. Tu m'as retrouvée, » dit Valérie en souriant à travers ses larmes. C'est tout ce qui compte. Les semaines qui suivirent la révélation furent un tourbillon d'émotions et de procédures administratives. L'histoire fit la une de tous les journaux régionaux et même de quelques médias nationaux. Retrouvailles miraculeuses après 28 ans. Une infirmière découvre qu'elle est la fille disparue du directeur de l'hôpital. Le mystère de la disparition de Valérie Lemaître enfin résolu. Nathalie Caron fut arrêtée le lendemain de la réunion du conseil. Les charges étaient lourdes, obstruction à la justice, falsification de documents, complicité passive dans une affaire d'enlèvement d'enfants, tentative d'extorsion et diffamation, son avocat, maître Philippe Janvier, fut également poursuivi pour fabrication de fausses preuves et corruption de témoins. L'enquête policière rouvrit le dossier de 1997 avec un regard neuf. L'ancienne responsable financière de l'orphelinat, Madame Geneviève Dubois, témoigna longuement. Elle expliqua comment, en septembre 1997, Nathalie Caron l'avait contactée en prétendant agir pour le compte d'une famille influente qui voulait effacer les traces d'une adoption problématique. « Je pensais que c'était pour protéger un enfant », sanglota-t-elle lors de son audition. « Jamais je n'aurais imaginé que cela empêchait un père de retrouver sa fille. J'ai vécu avec ce poids pendant 28 ans. » Les enquêteurs découvrirent également que Nathalie avait détourné des fonds de l'hôpital au fil des années. Utilisant sa position pour masquer de petites malversations qui, cumulées, représentaient plusieurs centaines de milliers d'euros, son empire de contrôle s'effondrait pièce par pièce, révélant une femme rongée par l'ambition et la cupidité, mais la question centrale demeurait, qui avait réellement enlevé Valérie en 1997, qu'il avait placée à l'orphelinat sous une fausse identité, ce fut Thomas, l'infirmier qui avait toujours été amical avec Valérie, qui apporta un élément crucial. Un soir, alors qu'il prenait un verre avec elle et Sébastien dans un café proche de l'hôpital, il mentionna un souvenir oublié. « Vous savez, il y a quelques années, j'ai entendu Madame Caron parler au téléphone. Elle parlait de Dijon, d'un orphelinat, et elle avait l'air vraiment énervée. Elle disait quelque chose comme « Je vous ai déjà payé pour votre silence. Ne revenez jamais vers moi. » Sébastien se redressa brusquement. Quand c'était, je dirais, 2019, peut-être 2020, je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Mais maintenant, cette information relança l'enquête. Les policiers plongèrent dans les relevés téléphoniques de Nathalie et découvrirent plusieurs appels vers un numéro à Dijon en 2019. Le numéro appartenait à une certaine Sylvie Arnaud, ancienne employée de l'orphelinat en 1997. Sylvie Arnaud fut localisée dans une maison de retraite à Beaune, âgée de 73 ans et en mauvaise santé. Elle accepta finalement de parler lorsque les enquêteurs lui expliquèrent
qu'elle risquait des poursuites pour non-dénonciation de crime. Ce qu'elle révéla glaça le sang de tous. En août 1997, Sylvie travaillait comme éducatrice à l'orphelinat Saint-Vincent. Une nuit, une femme s'était présentée avec une petite fille de 6 ans endormie dans ses bras. La femme était riche, bien habillée, et parlait avec un accent parisien. « Elle m'a donné 100 000 francs en liquide », raconta Sylvie d'une voix cassée. Elle m'a dit que la petite était sa nièce, que les parents étaient décédés dans un accident, et qu'elle ne pouvait pas la garder. Elle voulait que je l'inscrive sous un faux nom. Sans poser de questions, j'ai accepté. J'avais des dettes. J'étais désespérée. Comment s'appelait cette femme ? Demanda l'inspecteur chargé de l'affaire. Elle ne m'a jamais dit son vrai nom. Mais quelques semaines plus tard, une autre femme m'a contactée. Nathalie Caron. Elle m'a dit qu'elle savait ce que j'avais fait et qu'elle avait besoin de mon aide pour faire disparaître les registres. Elle m'a payé à nouveau. Et depuis, tous les 10 ans environ, elle me versait de l'argent pour garantir mon silence. Cette première femme, vous pourriez la décrire. Brune, la quarantaine, très élégante. Elle portait un tailleur Chanel et des lunettes de soleil même la nuit. Elle avait une alliance en or avec des diamants. Les policiers montrèrent à Sylvie des dizaines de photos. Elle finit par identifier formellement une femme, Isabelle Monclerc, une avocate parisienne spécialisée en droit de la famille, décédée en 2018 d'un cancer. L'enquête révéla qu'Isabelle Monclerc avait été l'avocate de plusieurs couples fortunés dans des procédures d'adoption douteuses dans les années 90. Elle était soupçonnée d'avoir organisé un réseau de trafic d'enfants. Mais rien n'avait jamais pu être prouvé de son vivant. Sébastien fut dévasté par cette révélation. Sa fille n'avait pas été enlevée par un inconnu dans un moment de folie. Elle avait été volée, vendue, effacée, dans le cadre d'un réseau criminel organisé. Mais pourquoi elle ? Demanda-t-il aux enquêteurs. Les larmes aux yeux. Pourquoi ma fille ? Nous pensons que c'était opportuniste, répondit l'inspecteur. Vous étiez à Annecy ce jour-là. Dans un lieu touristique bondé, quelqu'un a vu une occasion et l'a saisie. Les enfants de familles aisées étaient les cibles privilégiées de ce réseau. La justice suivit son cours. Nathalie Caron fut condamnée à 8 ans de prison ferme pour obstruction à la justice. Falsification de documents et complicité. Maître Janvier reçut 5 ans et la radiation à vie du barreau. Sylvie Arnaud, en raison de son âge et de sa coopération, fut condamnée à 2 ans avec sursis. Le réseau d'Isabelle Monclerc fit l'objet d'une enquête posthume qui identifia une douzaine d'autres cas similaires dans les années 90. Des familles brisées, des enfants perdus, des vies détruites. À l'hôpital Saint-Raphaël, une réforme administrative complète fut mise en place, un nouveau directeur administratif fut nommé, avec des procédures de transparence renforcées, le DR. Mercier prit temporairement la direction médicale pour permettre à Sébastien de se consacrer à sa fille. Valérie fut officiellement réintégrée dans ses fonctions, avec des excuses publiques de l'hôpital, mais elle choisit de prendre un congé de plusieurs mois pour se reconstruire. Les collègues qui l'avaient méprisée vinrent présenter leurs excuses un par un. Thomas fut le premier. « Je suis désolée, Valérie. J'aurais dû te faire confiance. Tu ne savais pas, » répondit-elle avec douceur. Personne ne savait. Céline pleura en la serrant dans ses bras. Madame Roussel lui offrit un bouquet de fleurs et une carte signée par tout le service. Les médias continuèrent à couvrir l'affaire pendant des semaines. Valérie et Sébastien donnèrent une unique interview télévisée où ils racontèrent leur histoire. L'émission fut vue par plus de 3 millions de personnes. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda la journaliste à Valérie. « Comme si je venais de me réveiller d'un long cauchemar », répondit-elle. « J'ai passé 22 ans à chercher qui j'étais. Maintenant je le sais. Je suis Valérie Lemaître. Je suis la fille de Sébastien et Marianne. Et même si j'ai perdu tant d'années, je suis reconnaissante pour chaque jour qui vient. » Sébastien, assis à côté d'elle, lui prit la main. Ma femme Marianne disait toujours qu'il ne faut jamais perdre espoir. Elle avait raison. L'espoir nous a finalement réunis. L'affaire inspira également des changements législatifs. Une proposition de loi fut déposée pour améliorer la traçabilité des enfants placés en institution et renforcer les contrôles pour prévenir les adoptions illégales. 1 mois après le procès, Valérie et Sébastien se rendirent au cimetière de Lyon, où Marianne était enterrée. Ils déposèrent des tournesols sur sa tombe, un rituel qu'ils avaient décidé de perpétuer chaque mois. « Maman », murmura Valérie en touchant la pierre tombale. « Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je suis désolée que tu sois partie sans savoir que j'étais vivante. » Sébastien passa un bras autour des épaules de sa fille. « Elle sait maintenant, où qu'elle soit. Elle sait.
Et elle est heureuse. Ils restèrent là un long moment, unis dans leur chagrin et leur amour, deux âmes brisées qui apprenaient doucement à guérir ensemble. La justice avait été rendue, les coupables avaient été punis, mais pour Valérie et Sébastien, le plus difficile restait à venir, apprendre à se connaître, à construire une relation père-fille après 28 ans de séparation, à transformer des étrangers en famille. Mais ils étaient de près. Ils avaient tout le temps du monde désormais. 6 mois plus tard, septembre l'automne, s'installait doucement sur Lyon. Les feuilles des platanes bordant l'avenue commençaient à prendre ces teintes dorées et rougeâtres qui transformaient la ville en tableau impressionniste. Valérie marchait d'un pas léger vers l'hôpital Saint-Raphaël, un sourire aux lèvres. Elle avait repris son travail au service de cardiologie 2 mois plus tôt. L'atmosphère avait complètement changé. Ses collègues la traitaient avec respect et affection. Thomas était redevenu son ami le plus proche, et Céline l'invitait régulièrement à déjeuner. Même Madame Roussel s'était adoucie, lui confiant des responsabilités importantes et la consultant régulièrement. Mais le changement le plus profond n'était pas professionnel. Il était personnel, intime, presque miraculeux. Elle avait un père. Les 6 derniers mois avaient été une découverte mutuelle, parfois maladroite, souvent émouvante, toujours précieuse. Sébastien et elle avaient instauré des rituels. Un dîner ensemble chaque mercredi soir, une promenade dominicale au parc de la Tête d'Or, des appels téléphoniques quotidiens qui duraient parfois des heures. Ils apprenaient à se connaître comme on apprend une langue étrangère. Avec patience, curiosité et quelques faux pas inévitables, Sébastien lui avait raconté son enfance, sa rencontre avec Marianne à la faculté de médecine, leur mariage en 1990, la joie immense de la naissance de Valérie. Il lui montrait des albums photos qu'il avait précieusement conservés pendant toutes ces années, des photos de Valérie bébé, Valérie à 3 ans déguisée en princesse, Valérie à 5 ans soufflant les bougies de son anniversaire. « Tu adorais les histoires avant de dormir », lui raconta-t-il un soir. « Tu me suppliais toujours. Encore une, papa. Encore une. Et je ne savais jamais te dire non. » Valérie, de son côté, lui parlait de ses années à l'orphelinat, des moments difficiles, de la solitude, mais aussi des petites joies, des amitiés éphémères, des éducatrices bienveillantes qui avaient tenté de combler le vide. « J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose, » confia-t-elle. « Pas juste une famille, mais une identité. J'étais Valérie Moreau, mais ce nom ne me ressemblait pas. Maintenant je comprends pourquoi. » Ils visitèrent ensemble la maison d'Annecy où Valérie avait passé ses 6 premières années. La famille qui l'occupait désormais les accueillit avec gentillesse, émue par leur histoire. Valérie parcourut les pièces avec un sentiment étrange de déjà-vu. Le jardin, surtout, déclencha un flot de souvenirs. Elle se revit courant pieds nus dans l'herbe, Marianne riant à gorge déployée, Sébastien la pourchassant pour la chatouiller. « C'était ici », murmura-t-elle en touchant le vieux tournesol qui poussait toujours dans un coin du jardin. « C'est ici que j'ai été heureuse. » Sébastien la serra contre lui. Incapable de parler, ils se rendirent aussi régulièrement au cimetière. Valérie avait pris l'habitude de parler à Marianne, lui racontant sa vie, ses espoirs, ses peurs. Elle lui parlait de son père, de comment il avait survécu, de son courage. « Je regrette tellement de ne pas t'avoir connu », disait-elle en caressant la pierre tombale. « Mais papa me parle de toi tous les jours. Je te connais à travers ses yeux, à travers son amour. Et d'une certaine façon, tu es toujours là. » Ce samedi après-midi de septembre, Valérie avait rendez-vous avec Sébastien dans les jardins de l'hôpital. C'était un lieu qu'ils affectionnaient particulièrement. Un havre de paix au milieu de l'agitation médicale. Elle le trouva assis sur leur banc habituel, près de la roseraie. Il tenait une grande boîte en carton sur ses genoux. « Bonjour, papa. » Ces mots lui venaient naturellement maintenant. Les premières fois, elle avait hésité, la gorge nouée d'émotion. Mais aujourd'hui, c'était aussi évident que de respirer. « Bonjour, ma puce. » Ce surnom affectueux était apparu spontanément 3 mois plus tôt et s'était ancré dans leur vocabulaire quotidien. Sébastien tapota le banc à côté de lui. Valérie s'assit, intriguée par la boîte. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il avec un sourire un peu timide. « J'ai passé les dernières semaines à préparer ça. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement classée dans des chemises, se trouvaient des dizaines d'albums photos, de lettres, de dessins d'enfants, de petits objets, tout ce qui concerne tes 6 premières années.
expliqua-t-il. J'ai tout conservé. Les photos de ta naissance, ton premier doudou, tes dessins de maternelle, les cartes d'anniversaire que tu recevais, même ton premier biberon. Valérie sortit un album au hasard et l'ouvrit. La première page montrait un nouveau-né minuscule dans les bras d'une femme épuisée mais rayonnante. Ta mère, quelques heures après ta naissance. Elle disait que tu étais la plus belle chose qu'elle avait jamais vue. Valérie caressa la photo, les larmes aux yeux. Elle voyait pour la première fois le visage de sa mère, non pas sur une pierre tombale mais vivante, lumineuse, aimante. Ils passèrent l'heure suivante à parcourir les albums ensemble. Sébastien racontait chaque photo, chaque souvenir. La première fois que Valérie avait marché, son premier jour d'école, ses chansons préférées, ses peurs nocturnes que seul papa savait apaiser. Tu avais inventé un mot pour dire « tournesol », raconta-t-il en souriant. Tu disais « Toonley » parce que tu trouvais que ça ressemblait au soleil, Marianne et moi. On utilisait ton mot même entre nous. Pour nous, les tournesols sont devenus des touney pour toujours. Valérie rit à travers ses larmes. Je veux me souvenir de tout, de chaque instant. Nous allons créer de nouveaux souvenirs, ma chérie. Les 28 années perdues. Nous ne pouvons pas les récupérer, mais nous avons tout le futur devant nous. Au fond de la boîte, Sébastien sortit un petit écrin en velours bleu marine. Il l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, le collier de tournesol brillait, fraîchement nettoyé et restauré par un bijoutier. Je voulais te le rendre comme il était, comme le jour où Marianne te l'a offert. Il attacha le collier autour du cou de Valérie. Ses doigts tremblaient légèrement. Voilà, tu es de nouveau ma petite étoile. Valérie porta la main au pendentif et sourit. Je ne l'ai jamais cessé d'être, même quand je ne savais pas qui j'étais. Une partie de moi le savait, mon cœur savait. Ils restèrent assis en silence, regardant le soleil décliner lentement derrière les bâtiments de l'hôpital. Les jardins s'emplissaient de cette lumière dorée de fin d'après-midi qui rendait tout plus beau, plus doux. Tu sais ce qui me rend le plus heureux, demanda Sébastien doucement. Quoi ? De voir la femme extraordinaire que tu es devenue, malgré tout ce que tu as traversé, toute cette solitude, cette absence d'amour familial pendant tant d'années. Tu es devenue quelqu'un de bon, de généreux, de fort. Ta mère serait tellement fière. J'ai eu de bons modèles, répondit Valérie, même si je ne m'en souvenais pas consciemment. L'amour que vous m'aviez donné pendant ces 6 premières années a continué à vivre en moi. Il m'a porté. Sébastien sortit un mouchoir et essuya ses yeux. Je pleure trop facilement maintenant. C'est de ta faute. Ce sont des larmes de joie, papa. Il n'y a pas de honte. Ils se levèrent et se dirigèrent vers le bureau de Sébastien au 3e étage. La photographie encadrée trônait toujours sur son bureau, mais elle n'était plus seule. À côté, une photo récente de Valérie et Sébastien prise le mois dernier lors d'une randonnée en montagne. Ils souriaient tous les deux, leur visage reflétant un bonheur simple et authentique. Valérie prit un tournesol frais qu'elle avait apporté et le plaça dans un vase à côté des photos. Pour maman, pour toi, pour nous. Sébastien l'enlaça tendrement. Merci d'être revenu. Merci de ne pas avoir abandonné, même quand tout le monde doutait de toi. Tu m'as cherché pendant 28 ans. Je pouvais bien tenir quelques semaines. Ils restèrent ainsi un moment. Père et fille réunis, 2 moitiés d'un même cœur enfin recollés. Dehors, le soleil continuait sa descente, peignant le ciel lyonnais de rose, d'orange et de violet. La ville s'illuminait progressivement, des milliers de fenêtres s'allumant comme autant d'étoiles terrestres. Valérie regarda par la fenêtre et sourit, quelque part là-haut. Elle aimait imaginer que Marianne les observait, heureuse de les voir enfin réunis. Le passé ne faisait plus mal. Il était devenu une partie d'eux, pas leur prison, mais leur histoire. Une histoire de séparation, de douleur, mais finalement de triomphe. Ils avaient perdu 28 ans, mais ils avaient toute une vie pour se rattraper. Et c'était largement suffisant. Dans le bureau silencieux, Sébastien murmura « Ma petite étoile ». Et Valérie répondit, comme elle l'aurait fait il y a 28 ans « Je t'aime, papa ». 3 mots simples, 3 mots qui contenaient un univers, 3 mots qui guérissaient toutes les blessures,